Les mains de Nathan Horn ne tremblaient plus. Pas comme au cours de la première année après avoir quitté l'armée. 12 années en tant qu'instructeur au combat, au corps à corps, chez les Rangers de l'armée avaient gravé quelque chose de permanent dans son système nerveux. Une immobilité qui s'installait sur lui. Lorsque le chaos éclatait autour de lui, il était en train d'essuyer le comptoir du McGreevy's Tavern, le bar miteux qu'il avait acheté avec son indemnité de licenciement 3 ans plus tôt. Lorsque son téléphone vibra contre sa hanche, le numéro était celui de l'hôpital Sainte. Catherine. Son estomac se noua avant que son cerveau ne réagisse. Monsieur Horn. Ici Reba Cervantes du service des urgences de Sainte. Catherine. Votre fils Jacob a été admis il y a environ 20 minutes. Vous êtes indiqué comme son contact d'urgence principal. La vision de Nathan se rétrécit. Que s'est-il passé avec mon fils? Monsieur, je ne peux pas discuter des détails au téléphone. Mais vous devez venir ici immédiatement. Le docteur Mendoza est avec lui en ce moment. Il franchit la porte en 30 secondes, laissant son gérant, Charlie Gates, balbutier des questions derrière lui. Le trajet de 15 minutes en prit 8. L'esprit de Nathan défila à travers les possibilités, chacune pire que la précédente. Jacob avait 9 ans, prudent et anxieux de nature, rien à voir avec ce que Nathan avait été à cet âge. Le divorce 2 ans plus tôt l'avait rendu encore plus renfermé, surtout après que Josie eut épousé Darren Parker 6 mois plus tard. Darren, ce nom avait un goût d'acide de batterie dans la bouche de Nathan. Les portes automatiques des urgences semblaient se mouvoir au ralenti. Nathan repéra Reba au poste des infirmières, une femme dans la quarantaine aux yeux bienveillants qui ne pouvait masquer l'inconfort de son expression. « Monsieur Horn, venez avec moi ?» Elle le guida le long d'un couloir qui sentait l'antiseptique et la peur. « Votre fils a des fractures humérales bilatérales, les 2 bras sont cassés. Le docteur Mendoza est en train de les immobiliser maintenant. » Mais elle s'arrêta devant une porte. Les blessures sont compatibles avec une torsion forcée. Nous avons déjà contacté les services de protection de l'enfance. Le sang de Nathan se glaça. Où est sa mère? Elle a été prévenue? Et Monsieur Parker est ici? La pièce tourna. Darren est ici, dans la salle d'attente. C'est lui qui a amené Jacob. Nathan la poussa et revint vers la salle d'attente d'un pas mesuré. Chaque pas était un compte à rebours. Son entraînement s'activa automatiquement. Évaluer l'environnement. Identifier les cibles. Contrôler sa respiration. Darren Parker était assis sur une chaise en plastique près des distributeurs automatiques, en train de faire défiler son téléphone. C'était un grand gaillard. Wanya, large au niveau de la poitrine. Avec le genre de muscles gonflés qui venaient des entraînements en cours de prison et des stéroïdes, des tatouages grimpaient le long de son cou, de l'encre grossière que Nathan reconnut comme appartenant à des gangs du sud de la ville. Quand Darren leva les yeux et vit Nathan, il sourit. Ce sourire entrait Nathan pendant des semaines. « Horn !» Darren se leva, en roulant les épaules en arrière. « Content que tu aies pu venir ?» Nathan s'arrêta à 2 mètres. « Que s'est-il passé avec Jacob? Le gamin est maladroit? Il est tombé dans les escaliers. » Le sourire de Darren s'élargit. « Tu sais comment sont les garçons? Constitution faible. Comme toi tu l'étais probablement. Tombé dans les escaliers, la voix de Nathan était plate. « Morty. »« Ouais ?» En pleurant comme une petite salope tout le trajet jusqu'à l'hôpital, Darren fit un pas en avant et Nathan sentit l'alcool dans son haleine. « Du whisky? Du bas de gamme. Ton fils est un lâche. » Horn. Pathétique. Honnêtement, le monde se porterait mieux sans des mères de faibles comme lui. Il mérite de mourir. Quelque chose dans la poitrine de Nathan se verrouilla comme un verrou de fusil qui glisse en place. « Parking », dit Nathan calmement. Dans 5 minutes, les yeux de Darren s'illuminèrent. « Ouais, tu veux te battre? » Vieux, dans 5 minutes, je dois voir mon fils d'abord. Nathan se tourna et revint vers les urgences. Son rythme cardiaque exactement à 60 battements par minute. Reba le regarda avec inquiétude, mais il passa devant elle jusqu'à la chambre de Jacob. Le docteur Edwin Mendoza, un homme fatigué dans la cinquantaine, finissait les plâtres sur les 2 bras de Jacob. Le visage de Jacob était strié de larmes et gonflé. Quand il vit Nathan, de nouvelles larmes coulèrent. « Papa !» murmura-t-il. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Nathan s'agenouilla près du lit, attentif à ne pas bousculer les plâtres. « Tu n'as rien à te reprocher? » Jake. « Rien. Tu comprends? Il a dit que j'étais irrespectueux. J'ai juste demandé si je pouvais t'appeler. Et il s'est tellement énervé. Papa, il m'a attrapé les bras et tordu. Et j'ai entendu craquer. Et? Calme-toi. C'est bon? Tu es en sécurité maintenant? » Nathan embrassa le front de son fils. « Je vais m'occuper de ça. » « Monsieur Horn, » dit le docteur Mendoza prudemment, « la police est en route. Les blessures sont définitivement non accidentelles.
Nous gardons Jacob en observation pour la nuit. Nathan hocha la tête. Bien, ne laissez pas sa mère l'emmener nulle part avant que je revienne. Il sortit de l'hôpital du même pas mesuré. Le parking était presque vide. Il était 23 heures un mardi. Darren se tenait sous un lampadaire clignotant, portant toujours ce sourire, en faisant craquer ses articulations. « Tu as pris ton temps ?» dit Darren. Josie disait toujours que tu étais mou, que tu ne pouvais même pas la satisfaire. C'est pour ça qu'elle... Nathan franchit la distance en 3 enjambées et enfonça son poing dans le plexus solaire de Darren. Le coup n'était pas une question de puissance. C'était une question de précision. Le diaphragme de Darren spasme, et ses poumons se vidèrent dans un halètement choqué. Avant que Darren ne puisse se remettre, Nathan balaya sa jambe et le projeta face contre terre sur l'asphalte. Le bruit du nez de Darren qui se brisait était satisfaisant d'une manière qui fit que Nathan se détesta un peu. « Tu as cassé les bras de mon fils ?» dit Nathan, son genou sur le dos de Darren. « Les deux ? Il a 9 ans ?» Darren essaya de le désarçonner, mais Nathan ajusta son poids et piégea le bras droit de Darren. Il appliqua une pression sur l'articulation du coude, pas assez pour la casser, mais assez pour faire hurler Darren. « Tu as dit qu'il méritait de mourir ?» La voix de Nathan était maintenant conversationnelle, presque douce. « Tu as souri en le disant ? Va te faire foutre. » Darren cracha du sang sur le trottoir. « Mon frère va te tuer. Maurice va te foutre en l'air. » Nathan appliqua plus de pression. L'articulation du coude claqua, partiellement disloquée. Le hurlement de Darren résonna contre les murs de l'hôpital. « J'ai compté 3 os à casser, » dit Nathan. « Un pour chaque mot. Mérite de mourir ? Ça c'est le premier. » Il remit le coude en place d'un mouvement sec, puis passa au bras gauche de Darren. La deuxième fracture fut une cassure nette du radius, douloureuse, mais traitable. Darren sanglotait maintenant, toute son arrogance envolée. « C'est le deuxième... » Nathan se leva et roula Darren sur le dos. Le visage du grand gaillard était un masque de sang et de larmes. « S'il te plaît, Gegnit Darren, s'il te plaît. »« Mec, je suis désolé. » Nathan écrasa du pied la cheville gauche de Darren. Le craquement fut audible même par-dessus les hurlements de Darren. 3. Les gardes de sécurité couraient maintenant à travers le parking. En criant, Nathan leva les mains et recula du corps se tordant de Darren. « Appelez la police ?» dit Nathan calmement, « et dites-leur de prendre une déclaration de mon fils sur la façon dont son beau-père lui a cassé les 2 bras pendant qu'il était ivre. » La cellule de détention du poste de police était plus propre que ce à quoi Nathan s'attendait. Il s'assit sur le banc en métal, les mains jointes sur les genoux, respirant régulièrement. Il était là depuis 4 heures. Ils avaient pris sa déclaration, photographié ses articulations intactes. Des années de technique appropriée signifiaient des blessures minimales pour lui-même. Et l'avait accusé d'agression et de voies de fait. La porte s'ouvrit et une avocate commise d'office entra. Une jeune femme nommée Liliana Luna, aux yeux vifs et à la serviette débordante. « Monsieur Horn, je vais être franche avec vous. Vous risquez des accusations graves. L'avocat de Monsieur Parker parle déjà de porter plainte au maximum. Avez-vous vu le dossier médical de mon fils ? Oui. Et oui, les services de protection de l'enfance enquêtent sur Monsieur Parker pour maltraitance infantile. Mais cela ne vous donne pas le droit de... Je ne dis pas que j'avais le droit, interrompit Nathan. Je dis que je ne le regrette pas. Quel est le montant de ma caution ? Penzeskilada. Vous avez l'argent ? J'ai un bar qui vaut $200 000 et pas d'hypothèque. Ouais. Je peux payer la caution. Liliana l'étudia un long moment. Le frère de Monsieur Parker lui a rendu visite à l'hôpital. Maurice Parker. Vous connaissez ce nom ? L'expression de Nathan ne changea pas. Devrais-je... Il dirige le gang Los Muertos du sud de la ville. 27 arrestations. 3 condamnations, suspecté dans plusieurs homicides. Monsieur Horn. Vous devez comprendre dans quoi vous avez mis les pieds. Je comprends parfaitement. Nathan croisa son regard. Mon fils a eu les bras cassés par un ivrogne qui a dit qu'il méritait de mourir. Je comprends cela très clairement. Maurice Parker a proféré des menaces contre vous. Des menaces explicites. La sécurité de l'hôpital l'a entendu. Bien, qu'il vienne. L'expression de Liliana passa d'une inquiétude professionnelle à autre chose. Peut-être de la reconnaissance. Vous étiez militaire, rangé de l'armée. 65e régiment. 12 ans comme instructeur au combat au corps à corps à Fort Benning. Ça va être un problème pour vous au tribunal. Le procureur arguera que vous avez utilisé une force excessive, que vous êtes une arme entraînée. J'ai cassé 3 de ses os. Il en a cassé 2 à mon fils. J'ai été miséricordieux. La porte s'ouvrit à nouveau et Charlie Gates apparut, l'air harassé. « Patron, j'ai l'argent pour votre caution, mais il y a des types dehors qui demandent après vous des mecs à l'air rude. » Nathan se leva.
Los Muertos. Comment le savez-vous? Coup de chance. Nathan se tourna vers Liliana. Faites-moi sortir d'ici et tirez toutes les ficelles possibles pour garder Jacob éloigné de sa mère jusqu'à ce que ce soit réglé. J'ai déjà déposé la motion de garde d'urgence. L'audience est demain à 9 heures. Liliana hésita. Monsieur Horn, ces membres de gang, vous devez les prendre au sérieux. Toujours prendre les menaces au sérieux. Nathan sourit sans chaleur. Je ne les laisse simplement pas dicter mes actions. Le processus de caution prit 1 heure de plus. Quand Nathan sortit enfin du poste au lever du jour, Charlie l'attendait près de son pick-up, l'air nerveux. Ils étaient là jusqu'à il y a environ 21 minutes, dit Charlie. 3 types. L'un d'eux avait un tatouage de larmes et un flingue coincé dans sa ceinture. Ils ont demandé où vous habitiez. Où était le bar? Tout un tas de trucs. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Rien. Je ne suis pas stupide. Charlie tendit les clés de Nathan. Mais patron, peut-être que vous devriez quitter la ville pour un moment. Laissez ça se calmer. Je ne peux pas. Audience de garde dans 3 heures. Nathan monta dans son pick-up. Rentrez chez vous, Charlie. Prenez quelques jours de congés payés et ne venez pas au bar avant que je vous appelle. Qu'est-ce que vous allez faire? Nathan démarra le moteur. Ce que je dois faire. Il roula jusqu'à son appartement au-dessus du bar, vérifiant constamment ses rétroviseurs, pas de filature qu'il pouvait voir. Le soleil se levait sur la ville, peignant tout en nuances d'ambre et de gris. Le téléphone de Nathan avait 17 appels manqués, 12 de Josie, 5 de numéros qu'il ne reconnaissait pas. Il les ignora tous et appela la seule personne en qui il avait une confiance absolue. Maïka Trujillo répondit à la 2e sonnerie. Nate, bon sang. Mais qui? J'ai entendu pour Jacob. Comment va-t-il? Stable? Les 2 bras cassés? J'ai mis le type à l'hôpital. Bien? Tu veux que je finisse le boulot? Mika avait été le chef d'escouade de Nathan en Afghanistan. Un ranger de carrière qui avait pris sa retraite comme sergent-major et qui dirigeait maintenant une entreprise de conseil en sécurité à Denver. Mais plus important encore, Mika était le genre d'ami qui vous aiderait à cacher un corps sans poser de questions. Pas encore, mais son frère est un chef de gang, Los Muertos. Il bouge? Combien de types? Inconnus. Ils sont apparus au poste de police pendant que j'étais traité. Tu es chez toi? Ouais. Je suis à 12 heures de route. Tu peux tenir jusque-là? Nathan regarda le lever du soleil et pensa au bras cassé de son fils, au sourire de Darren, à la façon dont Jacob s'était excusé comme si tout cela était de sa faute. Ouais, dit-il enfin. Je peux tenir. Il raccrocha et rentra pour se doucher et se changer. L'audience de garde était dans 2 heures. Et Nathan devait avoir l'air d'un parent responsable. Pas d'un homme planifiant une guerre. Mais la guerre arrivait. Il la sentait dans ses os, dans les vieux instincts que 12 ans d'entraînement avaient gravés dans son ADN. Maurice Parker avait commis la plus grande erreur de sa vie quand son frère avait touché au fils de Nathan. Maintenant, Nathan devait juste s'assurer que Maurice comprenne cela avant la fin. Le bâtiment du tribunal de la famille sentait le café rassis et les rêves brisés. Nathan était assis dehors de la salle 3B dans son seul costume. Un ensemble bleu marine qu'il avait porté à l'enterrement de son père 3 ans plus tôt. Liliana Luna était assise à côté de lui, revoyant des papiers avec des mouvements vifs et économes. Josie arriva 15 minutes en retard avec un avocat différent, un homme lisse nommé Augustin Stewart qui portait des boutons de manchette en or et une expression de sympathie exercée. Josie refusait de croiser le regard de Nathan. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux blonds tirés en une queue de cheval désordonnée, des cernes sous les yeux que le maquillage ne cachait pas tout à fait. « Debout tous !» annonça l'huissier. La juge Whitney Gallagher était une femme dans la 60aine aux cheveux gris acier et à la réputation de décision sans fioriture. Elle examina la pétition de garde d'urgence avec un froncement de sourcils qui s'approfondissait à chaque page. « Monsieur Stewart, le mari actuel de votre cliente est à l'hôpital avec de multiples fractures subies lors d'une altercation avec Monsieur Horn. Il fait aussi l'objet d'une enquête des services de protection de l'enfance pour avoir prétendument cassé les bras de l'enfant mineur. Est-ce correct? Votre honneur. Les circonstances sont compliquées. C'est une question oui ou non? Maître. Oui. Votre honneur. Mais... Et Monsieur Horn a répondu à l'hospitalisation de son fils en agressant Monsieur Parker sur le parking de l'hôpital. Également correct? Liliana se leva. Votre honneur. Si je peux... Monsieur Horn a été informé à l'hôpital que son fils avait des fractures bilatérales des bras compatibles avec une torsion forcée. Monsieur Parker était ivre et, selon plusieurs témoins, y compris le personnel de l'hôpital, a fait des déclarations indiquant qu'il avait intentionnellement blessé l'enfant et exprimant l'avis que l'enfant méritait de mourir. La réponse de Monsieur Horn, bien que problématique légalement,
était celle d'un père protégeant son enfant d'une menace immédiate. La juge Gallagher se tourna vers Josie. « Madame Parker, quelle est votre position sur cela ?» Josie se leva lentement. « Votre honneur. Je ne savais pas que Darren avait bu. J'étais au travail. Quand j'ai reçu l'appel pour Jacob, je pensais que c'était un accident. Croyez-vous que votre mari ait intentionnellement blessé votre fils ?» La salle d'audience devint silencieuse. Nathan observa le visage de Josie passer par les émotions, peur, culpabilité, déni, et enfin quelque chose qui ressemblait à de la résignation. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle, « mais Jacob a été... Il a eu peur dernièrement. Je pensais qu'il s'adaptait juste au nouveau mariage. Mais quoi? Madame Parker ?» Il sursaute autour de Darren, et il y avait des bleus le mois dernier que Darren disait venir de jeux brutaux. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ?» L'expression de la juge Gallagher s'adoucit légèrement. « Monsieur Stewart, votre cliente s'oppose-t-elle à l'octroi de la garde temporaire complète à Monsieur Horn en attendant l'enquête des services de protection de l'enfance ?» Augustin Stewart se pencha pour murmurer à Josie. Elle secoua fermement la tête. « Non, votre honneur. » Madame Parker accepte que Jacob reste avec son père jusqu'à ce que cela soit résolu. « Très bien. Garde temporaire complète à Monsieur Horn. Madame Parker aura des droits de visite supervisés en attendant le résultat de l'enquête. Nous nous réunirons à nouveau dans 30 jours. Le marteau frappa. Affaire suivante. » Dehors de la salle d'audience, Josie s'approcha enfin de Nathan. Son avocate essaya de la retenir, mais elle le secoua. « Nate, je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Nathan regarda la femme qu'il avait aimée autrefois, la femme qui lui avait donné son fils, et ne ressentit qu'une froide distance. « Tu as épousé un homme qui a battu notre fils ?» « Josie, tu n'as pas vu les signes ou tu les as ignorés ? Dans les deux cas, tu as échoué avec Jacob. Je sais, de nouvelles larmes, mais tu dois être prudent. Le frère de Darren, Maurice, il est dangereux. Il est devenu à la maison ce matin en proférant des menaces. Quel genre de menaces ? Il a dit que tu avais cassé les os de son petit frère et qu'il allait briser tout ce que tu aimes. Il a dit que ce serait lent. Nathan, il m'a effrayé plus que quiconque ne l'a jamais fait. Ce ne sont pas des gens normaux, je sais ce qu'ils sont. » Nathan commença à marcher vers le parking. « Rentre chez toi, Josie. Reste loin de Maurice et loin de Darren. Si tu es intelligente, tu demandes le divorce aujourd'hui. J'ai déjà appelé un avocat. » Nathan s'arrêta, la regardant. « Bien, c'est bien. » Il roula directement jusqu'à l'hôpital Sainte. Catherine. Jacob sortait et était placé sous sa garde. Et Nathan avait déjà arrangé pour que son fils reste chez sa sœur Bella Lyons à Portland pendant quelques semaines. Loin de tout ce qui allait se passer, Reba Cervantes attendait avec Jacob quand Nathan arriva. Son fils avait l'air petit et fragile dans un fauteuil roulant, les deux bras dans des plâtres bleu vif. « Papa !» Le visage de Jacob s'illumina malgré la douleur évidente. Nathan s'agenouilla et l'étreignit prudemment. « Salut, mon pote, prêt à sortir d'ici ? Es-tu en problème ? À cause de moi ? Non. À cause de Darren ? Et ce n'est pas de ta faute. Jake, rien de tout ça n'est de ta faute. Darren m'a traité de faible. Il a dit que tu étais faible. Toi aussi. » Nathan regarda dans les yeux de son fils, les yeux de sa mère, brillants et pleins de peur et d'espoir. « Jake, il y a différents types de force. Le genre qui compte n'est pas une question de muscles ou de combat. C'est une question de se lever quand on a peur, de protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Tu as été fort quand tu as demandé de m'appeler, même si tu savais que ça rendrait Darren furieux. Ça a pris un vrai courage. Il a dit que je méritais de mourir. » Les mots frappèrent Nathan comme un coup de poing. Les entendre de la bouche de Jacob, de cette petite voix effrayée, fit craquer quelque chose dans la poitrine de Nathan. Il avait tort. Tu mérites tout ce que ce monde a de bon à offrir, et je vais m'assurer que tu l'obtiennes. Reba poussa Jacob jusqu'au pick-up de Nathan tandis qu'il l'installait sur la banquette arrière. Prudemment, si prudemment, un SUV noir entra dans le parking, 3 places plus loin. Nathan vit les tatouages de gang avant de voir les visages. 4 hommes descendirent, se déplaçant avec la posture agressive et décontractée de gens habitués à intimider les autres. Le leader était grand et mince, avec une tête rasée et un tatouage étalé sur le cou qui disait « Muertos, Maurice Parker ». Il ressemblait exactement à ce que son frère aurait été dans 10 ans si Darren n'avait pas choisi la voie facile des stéroïdes et des entraînements en prison. Même structure osseuse, mêmes yeux froids, mais Maurice se déplaçait différemment, calculé, contrôlé, dangereux d'une manière que Darren n'avait que prétendu. Nathan Horn. D'Ed Maurice, ce n'était pas une question « nous devons avoir une conversation »,
Pas maintenant. Mon fils est dans la voiture. Ouais, je vois ça. Yoli gamine, dommage pour ses bras. Maurice sourit sans chaleur. Mon frère est en soins intensifs. 3 cassures. Dislocation partielle. Traumatisme facial sévère. Tu l'as bien amoché? Il a touché à mon fils? C'est ce que j'ai entendu. Le truc, c'est que Darren est du sang, de la famille. Et personne ne touche à ma famille sans conséquence. Maurice fit un geste vers l'homme derrière lui. Voici Quentin, Henrique et Evan. Ils travaillent pour moi. Et là, tout de suite, ils sont très intéressés à te faire comprendre à quel point cette situation est sérieuse. Nathan se positionna entre le SUV et son pick-up. Partez, ça n'a pas besoin d'escalader. Oh, mais si... Vois-tu, si le mot se répand qu'un ancien militaire de merde peut tabasser un Parker et s'en sortir. C'est mauvais pour les affaires, mauvais pour la réputation. Maurice fit un pas en avant, donc voilà ce qui va se passer. Tu vas t'excuser auprès de mon frère, tu vas payer ses factures médicales, et tu vas me donner 50 000 $ pour mon dérangement. Et si je ne le fais pas, le sourire de Maurice s'élargit. Alors ton bar brûle, ton appartement brûle, peut-être que tu as une sœur, Bella Lyons vit à Portland, peut-être que quelque chose lui arrive, peut-être que quelque chose arrive à ton gamin là avec les bras cassés. La vision de Nathan vira au rouge sur les bords, chaque fibre de son entraînement lui hurlait d'attaquer, d'éliminer ses menaces de manière permanente. Mais Jacob était à 1 mètre, effrayé et sans défense. « Tu as 48 heures ?» continua Maurice. « Excuse-toi. Pas ailleurs. Ou souffre. À toi de choisir. » Il se tourna et revint au SUV avec son équipe. Nathan mémorisa chaque détail, la plaque d'immatriculation, les visages, la façon dont chaque homme se déplaçait. Quentin favorisait sa jambe gauche, Henrique gardait sa main droite près de sa ceinture où un flingue était probablement, Venn était bâti comme un linebacker, mais se déplaçait comme quelqu'un qui avait fait de la prison et avait appris à être prudent. « Papa !» La voix de Jacob était petite et effrayée. C'était qui? Nathan se tourna vers son fils et força son expression à s'adoucir. « Personne d'important. Mon pote, allons chez Tante Bella. » Mais en sortant du parking, Nathan planifiait déjà. Maurice Parker avait commis 2 erreurs critiques. D'abord, il avait menacé le fils de Nathan. Ensuite, il avait donné à Nathan un délai de 48 heures. C'était plus que suffisant pour un homme comme Nathan Horn pour se préparer à la guerre. Le trajet jusqu'à Portland dura 6 heures. Nathan utilisa chaque minute pour réfléchir, planifier, se rappeler son entraînement. Au moment où il livra Jacob en sécurité chez sa sœur, une maison confortable en banlieue où Bella promit de garder Jacob diverti et en sécurité, Nathan avait l'ossature d'un plan. Mika Trujillo attendait à l'appartement de Nathan quand il revint en ville à minuit. Le sergent-major à la retraite ressemblait exactement à ce dont Nathan se souvenait. Compact et dangereux, avec du gris dans ses cheveux noirs et des cicatrices qui racontèrent des histoires qu'il ne partagerait jamais avec des civils. « Content de te voir, frère ?» dit Mika, serrant Nathan dans une étreinte forte. « Merci d'être venu. Tu plaisantes ?» Après toute la merde qu'on a traversée, Mika entra dans l'appartement et posa un lourd sac de sport. J'ai apporté des cadeaux de fête. Nathan savait ce que ça voulait dire. Il ouvrit le sac et trouva un petit arsenal. 2 Sesige Sauer P3 un fusil Remington 870, des munitions, une armure corporelle, des lunettes de vision nocturne et assez d'équipements de surveillance pour diriger une petite opération de la CIA. Micah, je ne peux pas te demander de... Tu n'as pas demandé... Je me suis porté volontaire. L'expression de Mika durcit. Ces gangsters ont menacé ton gamin. Ça veut dire qu'ils ont menacé mon neveu? Pour ce qui me concerne, alors c'est quoi le plan? Nathan étala tout ce qu'il savait. Maurice Parker, Gang Los Muertos, estimé à 20 à 30 membres opérant du sud de la ville, distribution de drogue, raquette de protection, soupçonné de meurtre sur contrat. Maurice lui-même avait passé du temps en prison pour agression et port d'armes, mais il était devenu malin. Maintenant, il gardait les mains propres pendant que son équipe faisait le sale boulot. Délai de 48 heures, dit Nathan. Maurice s'attend à ce que je plie. Il pense que je suis juste un vétéran usé qui a eu de la chance avec son frère. Donc on le frappe en premier? Pas encore. On rassemble des renseignements. On trouve des faiblesses. Maurice a fait de ça une affaire personnelle avec mon fils. Ce qui veut dire qu'il ne comprend pas quelle ligne il a franchie. Nathan regarda son ancien chef d'escouade. On ne va pas juste les battre, on va les démanteler pièce par pièce jusqu'à ce que Maurice Parker regrette d'avoir entendu mon nom. Mika sourit. Maintenant tu parles ma langue. Par où on commence? Le bar, Los Muertos, gère la protection sur les petites entreprises du quartier. Je n'ai jamais payé, ce qui veut dire qu'ils savent que je ne suis pas facilement intimidé.
Mais je parie qu'ils ont une surveillance sur l'endroit. On utilise ça. Ils travaillèrent toute la nuit, planifiant et préparant. À l'aube, Nathan avait une liste de cibles, un calendrier et un sentiment croissant de but froid. Ce n'était pas une question de vengeance. La vengeance était émotionnelle. Bâclé, c'était une question d'élimination d'une menace. Maurice Parker et son gang étaient des problèmes qui devaient être résolus. Et Nathan avait 12 ans d'entraînement pour résoudre exactement ce genre de problème. Les 48 heures commencèrent à s'écouler et Nathan Horn partait à la chasse. Le sud de la ville avait l'air différent en plein jour. Moins menaçant, presque normal, Nathan passa devant les repères connus de Los Muertos avec Micah sur le siège passager, tous deux en vêtements civils et casquettes de baseball, ressemblant à deux types en train de faire des courses. « Là », dit Micah, pointant un garage avec 3 hommes dehors, c'est un de leurs ateliers de démontage. Nathan nota mentalement l'endroit. Ils passèrent les 6 heures suivantes à cartographier le territoire, les bars où les membres du gang buvaient, les maisons où ils vivaient, probablement, l'entrepôt où Maurice dirigeait supposément ses opérations. Le soir, ils avaient un tableau complet, 22 membres confirmés, dit Micah. Revoyant leurs notes de retour à l'appartement, Maurice, ses lieutenants Quentin Parks et Enrique Wolf. Evan Heath comme muscle. Le reste sont des soldats, des jeunes faisant le boulot ingrat, la faiblesse de Maurice. L'orgueil. Il est prudent mais arrogant. Il pense être intouchable parce qu'il s'en est tiré si longtemps. Micah afficha des dossiers d'arrestation sur son ordinateur portable. Il est aussi loyal envers son équipe. C'est son angle mort. Nathan pensa à son fils, à la façon dont Jacob s'était excusé, comme si avoir les bras cassés était en quelque sorte de sa faute. Il pensa à la menace de Maurice, à quelque chose arrivant à Jacob. On le sépare de son équipe, dit Nathan. On les élimine un par un. On le rend paranoïaque, on le rend bâclé. C'est un jeu long. On a le temps. Jacob est en sécurité à Portland. L'affaire de garde est en ma faveur. Je peux me permettre d'être patient. Et le délai de 48 heures, Nathan sourit sans humour. Je vais le respecter, juste pas de la façon dont Maurice s'y attend. Le lendemain matin, Nathan roula jusqu'à l'entrepôt où Maurice dirigeait ses opérations. C'était un vieux bâtiment industriel près des docks, entouré d'une clôture grillagée avec des caméras de sécurité évidentes. Il se gara de l'autre côté de la rue et attendit. À 11 heures, le SUV noir de Maurice arriva. Le chef de gang descendit avec Quentin et Enrique le flanquant. Ils entrèrent, comme s'ils possédaient le monde. Nathan leur donna 30 minutes, puis marcha jusqu'à la porte d'entrée et frappa. La porte s'ouvrit et Van Heath se dressa là, bloquant l'entrée avec sa masse de linebacker. « C'est quoi ton problème ?» Parler à Maurice. Il est occupé. Dis-lui que Nathan Horn est ici avec sa réponse. Les yeux de Van se plissèrent, mais il recula et sortit un téléphone. 2 minutes plus tard, Nathan était à l'intérieur d'un espace caverneux rempli de marchandises volées, électroniques, pièces automobiles, boîtes de produits pharmaceutiques. Maurice était assis derrière un bureau en métal au fond, flanqué de ses lieutenants. « Eh bien, dit Maurice, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes personnellement. Ça prend des couilles ou de la stupidité ?» ajouta Enrique avec un rire. Nathan avança lentement, les mains visibles sur les côtés. « Tu m'as donné 48 heures. Je suis ici pour te donner ma réponse. Homme intelligent. Donc tu as mon argent ? Non, je n'ai pas ton argent. Je ne te dois rien. » La pièce devint silencieuse. Le sourire de Maurice s'effaça. « Alors pourquoi es-tu ici ? Pour te faire une offre ?» Nathan s'arrêta à 3 mètres du bureau. « Ton frère a cassé les bras de mon fils pendant qu'il était ivre. » J'ai répondu proportionnellement. 3 cassures pour avoir menacé la vie de mon fils. On est quitte. Partez maintenant et ça s'arrête. Maurice rit. Un son dur. Laid. Partir. Tu penses que tu peux venir chez moi et dicter les termes. Je pense que tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Je sais exactement qui tu es. Nathan Horn. 38 ans. Ancien ranger de l'armée. Propriétaire d'un bar pourri. Divorcé. Un enfant. Je sais où tu dors. Où tu travailles. Ce que tu manges au petit déjeuner. Maurice se leva. Tu n'es personne. Un petit opérateur jouant au dur. J'ai été instructeur au combat pendant 12 ans. J'ai entraîné des soldats à tuer efficacement à main nue. J'ai opéré dans 6 pays. J'ai fait des choses qui te donneraient des cauchemars. La voix de Nathan ne s'éleva jamais au-dessus du conversationnel. Ton frère était facile. Il télégraphiait chaque mouvement. Tu es plus malin, je te l'accorde. Mais ton équipe, ils sont bâclés. Quentin n'arrête pas d'ajuster cette pièce dans sa ceinture comme s'il avait peur qu'elle tombe.
Enrique favorise son côté droit parce qu'il a pris une balle à l'épaule gauche. Le tissu cicatriciel se voit quand il bouge. Van est fort, mais lent. Et toi, Maurice, tu es assis derrière un bureau entouré de marchandises volées dans un bâtiment avec exactement 3 sorties et des caméras de sécurité qui n'ont pas été vérifiées pour des angles morts depuis des mois. La température dans la pièce chuta de 10 degrés. C'est une menace. C'est de l'information. Tu veux savoir à qui tu as affaire? Maintenant, tu sais. Nathan se tourna pour partir. Mon offre tient pendant 24 heures. Après ça, j'arrête d'être raisonnable. Tu ne sors pas d'ici, dit Maurice. Enfin, retiens-le. Vanis bougea avec une vitesse surprenante pour sa taille. Tendant la main vers le bras de Nathan, Nathan pivota, piégea le poignet de Van et utilisa l'élan du grand gaillard pour l'envoyer s'écraser dans une pile de boîtes. Avant que quiconque ne réagisse, Nathan était dehors et courait vers son pick-up. Des coups de feu craquèrent derrière lui, des tirs paniqués sauvages qui ne touchèrent rien. Le pick-up de Nathan rugit, et il partit avant que l'équipe de Maurice ne puisse se mobiliser. Mika attendait 2 blocs plus loin dans une voiture de location. Comment ça s'est passé? Il ne reculera pas. Bien, nous non plus. La phase 1 du plan de Nathan venait de commencer, et Maurice Parker allait apprendre que parfois l'ennemi le plus mortel est celui qui n'a plus rien à perdre. La première attaque vint à 2 heures du matin cette nuit-là. Nathan s'y attendait. Donc, quand un cocktail Molotov brisa la vitre avant du McGreevy's Tavern, il était prêt. Le système de suppression d'incendie s'activa immédiatement. Nathan l'avait amélioré 2 semaines plus tôt, juste après l'incident à l'hôpital. Les flammes s'éteignirent en secondes. Nathan, observant depuis un toit de l'autre côté de la rue, avec des lunettes de vision nocturne, vit clairement l'incendiaire, un jeune soldat de Los Muertos nommé Danny, à peine 20 ans, avec les tatouages du gang frais sur son cou. Je l'ai, dit Mika à côté de Nathan. Il filmait tout avec une caméra de vision nocturne. C'est assez pour la police. On n'appelle pas la police. Quoi alors? Nathan regarda Danny courir vers une voiture en attente, conduite par un autre membre du gang. On le suit chez lui. Ils filèrent la voiture jusqu'à un immeuble délabré du sud de la ville. Danny entra seul, le conducteur le laissant là. Nathan et Micah attendirent jusqu'à ce que les lumières d'un appartement au 3e étage s'allument. Il vit avec sa mère, dit Micah, vérifiant les registres immobiliers sur son téléphone. Nadia McKee, 52 ans, 2 emplois. Nathan y réfléchit, un gamin dans un gang, pensant probablement que c'était sa seule option, vivant avec une mère qui se tue au travail pour le garder hors des ennuis. On ne le touche pas, décida Nathan. Il vient d'essayer de brûler ton bar. C'est un gamin qui suit des ordres. Maurice est le problème. Nathan baissa les jumelles. On va après les lieutenants, couper la tête, le corps meurt. Ils passèrent les 3 nuits suivantes à rassembler des renseignements. Quentin Parks vivait dans une belle maison en banlieue, payé avec de l'argent de la drogue. Sans doute. Il avait une femme et 2 filles. Enrique Wolf vivait seul dans un condo au centre-ville, des voitures chères et un style de vie qui criait au blanchiment d'argent. Van Heath louait une chambre au-dessus d'une salle de gym où il travaillait comme entraîneur le jour. Quentin est le maillon faible, dit Mika, homme de famille. Il a quelque chose à perdre. Nathan acquiesça. La 4e nuit, ils suivirent Quentin de l'entrepôt à sa maison en banlieue. Ils attendirent qu'il soit dedans, lumières éteintes. Tout le monde endormi, puis Nathan frappa à la porte. Quentin répondit en boxeur, un flingue à la main, les yeux ensommeillés. Quand il vit Nathan sur son Porsche avec Micah derrière, il leva l'arme. « Ne fais pas ça !» dit Nathan calmement. « Ta femme et tes filles dorment à l'étage. Tu tires avec ce flingue ?» Elle se réveille avec la police et des questions que tu ne veux pas répondre. « Comment m'avez-vous trouvé ? J'étais instructeur au combat. Pas un idiot, on peut parler dedans ?» Quentin trembla légèrement la main. « Vous avez des couilles de venir ici ? En fait, j'ai des informations dont tu as besoin. C'est à propos de Maurice. » Ça attira son attention. Quentin baissa légèrement le flingue. « Quel genre d'informations ? Le genre qui sauve ta vie ? Laisse-nous entrer ou pas ? Mais on aura cette conversation d'une façon ou d'une autre. » Quentin hésita, puis recula. Ils entrèrent dans un salon qui avait l'air douloureusement normal. Des photos de famille sur les murs, des jouets d'enfants éparpillés. Une femme qui travaillait comme enseignante, selon la vérification de fonds que Micah avait faite. « Vous avez 2 minutes ?» dit Quentin. « Maurice a envoyé un gamin pour brûler mon bar. » commença Nathan. Jeune type, à peine 20 ans, il a échoué. Ensuite, Maurice va escalader, probablement une attaque directe sur moi ou quelqu'un qui m'est cher. Quand je riposterai, et je le ferai, des gens mourront. Les flics s'impliqueront,
Le FBI surveille Los Muertos depuis 18 mois. Micah ici a un contact qui l'a confirmé. Quand cette guerre deviendra chaude, tout le monde lié au gang tombe. Le visage de Quentin pâlit. Tu mets. Ta femme s'appelle Marquita Ware, enseignante à l'école primaire Jefferson. Tes filles ont 8 et 6 ans. Soccer et ballet. Nathan se pencha en avant. Quand le FBI fera une descente chez toi, elles seront à la maison. Elles verront leur père arrêté. Marquita perdra son emploi. Tes filles grandiront avec un père en prison fédérale. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu n'es pas stupide. Tu sais que Maurice est imprudent. Son orgueil va faire tuer ou arrêter tout le monde. Nathan se leva. Je t'offre une sortie. Tu témoignes contre Maurice? Tu tournes kazakh? Et je m'assure que le FBI sache que tu as coopéré. Tu fais un peu de temps? Peut-être, mais pas à vie. Et ta famille reste en sécurité. Maurice me tuerait. Maurice sera mort ou en prison d'ici 2 semaines. Ton choix est de savoir si tu es à ses côtés quand ça arrive. Nathan et Micah partirent. Quentin resta dans son salon, le flingue pendant mollement dans sa main, ressemblant à un homme voyant son monde s'écrouler. « Tu crois qu'il va retourner sa veste ?» demanda Micah dans la voiture. « Peut-être. Mais même s'il ne le fait pas, on a planté le doute. L'équipe de Maurice va commencer à questionner son leadership. » Nathan vérifia son téléphone. Un message de sa sœur confirmant que Jacob allait bien, riant au film et mangeant trop de glace. C'est là qu'on les frappe, pour de vrai. Le prochain mouvement vint de Maurice. Les pneus du pick-up de Nathan furent crevés, sa porte d'appartement taguée de menaces. 2 soldats de Los Muertos apparurent au bar pendant les heures d'ouverture et essayèrent d'intimider les clients. Nathan les fit expulser par des flics hors service qui l'avaient befriended au fil des ans, des hommes qui appréciaient son service militaire et détestaient les gangs. Mais l'escalade montait, les 2 côtés tournaient en rond, cherchant des ouvertures, puis Nathan reçut un appel de Liliana Luna, son avocate. « L'enquête des services de protection de l'enfance est terminée, dit-elle. Darren Parker a été accusé de maltraitance infantile grave. Il est sorti sous caution, mais les preuves sont accablantes. Les déclarations de Jacob, les rapports médicaux, les témoignages de témoins de l'hôpital. Il va partir pour des années. Bien, il y a plus. Josie a demandé le divorce. Elle coopère pleinement avec les procureurs. Elle veut l'immunité totale en échange de son témoignage sur les activités criminelles de Darren et Maurice. » Nathan se redressa. « Qu'est-ce qu'elle sait ?» Apparemment, Darren se vantait des affaires de gang quand il était ivre. Josie a gardé des notes, des dates, des noms, des détails sur des deals de drogue et des extorsions. Ce n'est pas assez pour faire tomber toute l'organisation, mais assez pour mettre la pression sur Maurice. Envoyez-le-moi, Nathan. Si vous planifiez quelque chose, je planifie de mettre fin à ça, d'une façon ou d'une autre. Il raccrocha et regarda Micah. Josie se retourne contre Maurice. On peut utiliser ça? Ouais! Nathan sourit sombrement. On fait croire à Maurice que toute son équipe le trahit. La paranoïa est une arme, on doit juste la viser. Au cours des 48 heures suivantes, Nathan et Micah orchestrèrent un chef-d'œuvre de guerre psychologique, des tuyaux anonymes à Maurice sur Quentin rencontrant des agents fédéraux. De faux tuyaux, mais convaincants, un micro planté dans l'entrepôt que l'équipe de Maurice trouva, les faisant penser que quelqu'un informait. Des conversations mises en scène près des repères de Los Muertos où des flics sous couverture étaient entendus discutant de leurs sources à l'intérieur de l'organisation de Parker. La réponse de Maurice fut prévisible. Violence. Il accusa Quentin de trahison pendant une réunion. Nathan le savait parce que Van Heath, qui avait été exclu du cercle proche de Maurice après que Nathan l'ait humilié à l'entrepôt, avait commencé à fournir des informations à Micah en échange d'argent. Il s'effondre, dit Van pendant une réunion clandestine dans un parking. Maurice a tabassé Quentin, a dit qu'il tuerait quiconque le trahirait. La moitié de l'équipe a peur, l'autre moitié prévoit de fuir, et Enrique, toujours loyal, c'est la main droite de Maurice. Mais même lui commence à questionner les choses. Nathan hocha la tête. « Dis à Maurice que je veux le rencontrer, terrain neutre. Juste lui et moi, il n'acceptera jamais. Dis-lui que j'ai des informations sur qui le trahit vraiment. Dis-lui que s'il ne me rencontre pas, tous ceux qu'il aime seront en garde à vue fédérale d'ici demain. » Van avait l'air sceptique, mais accepta de transmettre le message. 2 heures plus tard, le téléphone de Nathan vibra, un message d'un numéro inconnu avec une adresse et une heure. Minuit, une usine abandonnée à la périphérie de la ville. « C'est un piège », dit Micah immédiatement. « Bien sûr que c'en est un. C'est pourquoi tu vas être en surveillance avec ce Barrett M82 que tu n'as définitivement pas apporté à travers les lignes d'État. » Micah sourit. « Je ne ferai jamais quelque chose d'illégal comme ça ?» Ils se préparèrent, soigneusement. Armure corporelle, arms,
plan d'extraction, position de repli. Nathan avait appris en Afghanistan que marcher dans un piège était bien, tant que vous saviez que c'en était un et que vous aviez votre propre piège prêt. À 23h30, Nathan roula jusqu'à l'usine seul. Mika était déjà en position sur un toit à 300 mètres. Invisible dans l'obscurité avec son fusil de sniper et son équipement de vision nocturne, Maurice attendait dedans avec Henrik et 3 autres soldats. Pas de signe de Quentin ou Van. « Tu es venu ?» dit Maurice. Il avait l'air surpris. « Tu as offert une réunion ? Je suis ici. » Nathan s'arrêta à 6 mètres. « Ton équipe s'effondre ? De quoi tu parles ? Quentin, il n'a pas été vu depuis 2 jours. Vend des informations à quiconque paye. Tes livraisons de drogue sont interceptées. Le FBI connaît ton emploi du temps. » Nathan observa le visage de Maurice. « Quelqu'un te trahit ? Maurice. Plusieurs quelqu'un. Ton organisation s'effondre ? Tu mens ? Vraiment ? Alors pourquoi la femme de Quentin a-t-elle déposé une plainte à la police hier, disant qu'elle ne l'a pas vu ? Pourquoi 3 de tes soldats ont-ils disparu ? Pourquoi les fédéraux surveillent-ils ton entrepôt en ce moment ? Maurice sortit un flingue. « C'est toi qui as fait ça ? Tu as tourné mes gens contre moi ? Je n'ai pas eu à le faire. Tu l'as fait toi-même quand tu as menacé mon fils. » Nathan garda les mains visibles. « Mais je suis ici pour t'offrir quelque chose. »« Quoi ? La prison. Tu te rends ? Plaide coupable d'agression, d'extorsion, de trafic de drogue. Tu fais 20 ans ? Ou tu continues à te battre et tous ceux que tu connais meurent, y compris ton frère Darren, qui fait déjà face à des accusations et prendra définitivement un accord pour réduire sa sentence en témoignant contre toi. » La main de Maurice se serra sur le flingue. « Tu es fou ? Je suis un père. Tu as menacé mon enfant ? Il n'y a pas de version de ça où tu gagnes. » Nathan fit un pas en avant. « La question est combien de gens meurent avant que tu l'acceptes ?» Henriquet leva son arme. « Patron, laisse-moi tuer ce salaud. »« Attends !» dit Maurice. Ses yeux étaient calculateurs maintenant, cherchant des angles. « Tu as dit que tu avais des informations sur qui me trahit. Je les ai. Tu veux savoir qui c'est ? Dis-moi, tout le monde. » Nathan sourit froidement. « Quentin parle au FBI depuis 3 semaines, vend ton emploi du temps à des gangs rivaux. Même Henriquet ici écume de l'argent des ventes de drogue. Henrique Esplosa. C'est des conneries ? Vraiment, Nathan sortit son téléphone et montra une photographie truquée mais convaincante d'Henrique rencontrant un membre connu d'un gang rival, prise il y a 4 jours. Combien t'ont-ils payé ? Henrique, ce n'est pas réel. Maurice ne le sait pas, dit Nathan calmement, et c'est là que tout s'effondra. Maurice se tourna contre Henrique, paranoïa et rage déformant ses traits. Henrique leva son flingue en défense. Les autres soldats ne savaient pas vers qui pointer leurs armes. Nathan plongea pour se couvrir quand le premier tir retentit. La voix de Mika crépita dans l'oreillette de Nathan. « J'ai plusieurs cibles. Dis le mot, seulement si je suis en danger. Laisse-les se consumer mutuellement. » La fusillade dura 30 secondes. Quand elle se termina, Henrique était mort, Maurice était blessé à l'épaule. Et 2 soldats fuyaient pour sauver leur vie. Nathan émergea de derrière un pilier en béton avec son arme sortie. Maurice gisait au sol, saignant, son flingue à 2 mètres. « C'est fini, » dit Nathan. « Va te faire foutre. Je t'ai donné une chance de partir. Tu as choisi ça ?» Nathan envoya le flingue plus loin d'un coup de pied. « Darren a blessé mon fils. Tu as menacé de lui faire plus de mal. Tout ce qui est arrivé depuis, c'est sur toi. » Des sirènes de police hurlèrent au loin. Mika les avait appelés au moment où les tirs avaient commencé. « Tu as monté tout ça ?» allait à Maurice. La paranoïa, les trahisons. « Je te l'ai dit, j'étais instructeur au combat, j'ai enseigné aux soldats comment briser les formations ennemies de l'intérieur. Tu n'avais aucune chance ?» Nathan rangea son arme et commença à partir. « Profite de la prison, Maurice. Peut-être que toi et ton frère pourrez partager une cellule. » Il rejoignit Maïka au point d'extraction, 2 blocs plus loin. Ils disparurent dans la nuit tandis que la police envahissait l'usine. 3 semaines plus tard, Nathan était assis dans une banquette du McGreevy's Tavern en regardant les nouvelles du soir. Maurice Parker était condamné à 30 ans pour meurtre. La mort d'Henrique capturée par la caméra du téléphone de Nathan. Montrant Maurice tirant en premier, Darren Parker avait pris un accord de plaider coupable, 15 ans pour maltraitance infantile grave. Quentin Parks avait en effet tourné kazakh et était en protection des témoins avec sa famille. Los Muertos s'était brisé, ses membres restants arrêtés ou dispersés. Jacob entra en courant dans le bar, ses plâtres enfin retirés, ses bras minces mais guérissants. « Papa, regarde, je peux les bouger à nouveau ?» Nathan serra son fils dans une étreinte prudente. « C'est super. Mon pote, comment te sens-t-il ?»« Bizarre. Mais bien, Jacob hésita.
As-tu entendu pour Darren? Oui. Je suis content qu'il aille en prison. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Non. Jake, ça fait de toi un humain? Nathan ébouriffa les cheveux de son fils. Il t'a blessé? C'est normal d'être content qu'il y ait des conséquences. Josie apparut dans l'encadrement de la porte, l'air incertain. Elle avait perdu du poids, paraissait plus âgée, mais il y avait quelque chose de plus stable dans ses yeux maintenant. Nate, pouvons-nous parler? Nathan hocha la tête et sortit avec elle pendant que Jacob jouait aux jeux vidéo dans le bureau arrière. J'ai témoigné aujourd'hui, dit Josie, contre Darren. C'est vraiment fini? Bien, je suis désolé. Pour tout, pour ne pas avoir vu ce qu'il était, pour avoir mis Jacob en danger. Nathan étudia son ex-femme. Ils s'étaient aimés autrefois, avaient construit une vie ensemble, créé un fils, mais ça devait compter pour quelque chose. Tu as fait des erreurs? Moi aussi. T'épouser alors que je gérais encore le SSPT, travailler trop, ne pas être assez présent. Nous avons tous les deux échoué, mais nous pouvons tous les deux faire mieux. Il fit un geste vers le bar. Jacob a besoin de sa mère. Pas celle qui a épousé Darren. Mais la femme que tu étais avant, peux-tu être elle à nouveau? J'essaye. Josie s'essuya les yeux. Le thérapeute dit que j'ai des problèmes de codépendance. J'y travaille. Continue à travailler. Jacob mérite des parents qui ont leur merde ensemble. Et toi? Vas-tu bien? J'ai entendu pour le combat à l'usine. Nathan pensa à Maurice Parker saignant sur le béton, au corps d'Enrique, à la peur dans les yeux de Quentin quand Nathan était apparu chez lui. Il pensa à l'obscurité qu'il avait puisée, à l'efficacité froide qui lui avait permis de démanteler un gang pièce par pièce. Je vais bien, mentit-il. J'ai fait ce que je devais faire. Josie partit et Nathan rentra. Mika était au bar en train de siroter une bière, regardant les temps forts sportifs. « Tu restes dans le coin ?» demanda Nathan. « Pour un moment, j'ai du temps de vacances. » Accumulé, Mika le regarda. « Tu vas vraiment bien ?»« Honnêtement, je ne sais pas. Je suis parti pour protéger mon fils et j'ai fini par orchestrer la destruction d'une organisation criminelle. Des gens sont morts, j'ai manipulé, menti et utilisé chaque sale tour que j'ai appris dans l'armée. Tu as protégé ta famille. Je sais, mais j'ai aussi aimé ça. La planification, l'exécution. » Regardez tout se mettre en place. Nathan se servit un verre. Ça devrait me faire peur? Non, tu demandes à la mauvaise personne. J'ai tué des gens professionnellement pendant 20 ans. Mika leva son verre. À faire de mauvaises choses pour de bonnes raisons. Ils burent en silence 6 mois plus tard. Nathan se tenait à nouveau au tribunal de la famille. Cette fois, l'audience était pour finaliser l'arrangement de garde. Josie avait complété la thérapie ordonnée par le tribunal, tenu un emploi stable, éprouver sa capacité aux visites supervisées qui avaient progressivement évolué vers du temps non supervisé. La juge Gallagher examina les dossiers avec sa minutie caractéristique. Monsieur Horn, Madame Morgan. Elle était revenue à son nom de jeune fille. Le tribunal a examiné tous les documents, y compris les rapports de thérapie, les études à domicile et les préférences de Jacob exprimées au psychologue pour enfants. Elle regarda par-dessus ses lunettes de lecture vers eux deux, garde conjointe avec garde physique primaire à Monsieur Horn. Madame Morgan aura les week-ends alternés et les mercredis soirs. Cet arrangement convient-il aux deux parties? Nathan et Josie acquiescèrent tous deux dehors du palais de justice. Jacob courut vers eux deux avec un sourire édenté. Il avait grandi de 5 cm, était de retour à l'école et, selon son thérapeute, traitait le traumatisme avec une résilience appropriée à son âge. « Peut-on avoir de la glace ?» demanda Jacob. Nathan regarda Josie, qui hocha la tête. Ils marchèrent ensemble jusqu'au glacier 3 blocs plus loin. Plus une famille, mais quelque chose de nouveau, 2 personnes unies par l'amour pour leur enfant et la détermination à faire ce qui est juste pour lui. Le McGreevy's Tavern prospérait. Le mot s'était répandu sur ce que Nathan avait fait. Pas les détails, mais assez. Le quartier le respectait, le protégeait. Son bar devint un endroit où les vétérans se rassemblaient, où les gens victimisés par la violence des gangs se sentaient en sécurité, où la communauté comptait. Mika resta comme associé silencieux et chef de la sécurité. Il embaucha d'autres vétérans, des hommes et des femmes qui avaient besoin d'un but et le trouvèrent en protégeant quelque chose de bien. Nathan ne chercha plus jamais la violence, c'est là, mais la violence a une façon de trouver certaines personnes, et quand elle le fit, Nathan était prêt. 2 ans plus tard, quand un abuseur domestique menaça une serveuse qui travaillait à son bar, Nathan eut une conversation tranquille avec l'homme sur le parking. L'abuseur quitta la ville et ne revint jamais.
3 ans après ça, quand un conseiller municipal corrompu essaya de saisir la propriété de Nathan par une revendication illégale d'expropriation, Nathan utilisa tout ce qu'il avait appris sur le levier et la pression pour exposer les schémas de corruption du conseiller. Le conseiller démissionna en disgrâce. Les gens commencèrent à appeler Nathan quand ils avaient des problèmes que la loi ne pouvait ou ne voulait pas résoudre. Il n'annonça jamais ses services, ne demanda jamais de paiement, mais discrètement, prudemment, Nathan Horn devint quelqu'un vers qui on allait quand on avait besoin d'une justice que le système ne pouvait fournir. Jacob grandit en sachant que son père était inhabituel, que les gens le traitaient avec un mélange de respect et de méfiance. Pour son 16e anniversaire, Nathan l'emmena camper et lui raconta toute l'histoire de ce qui s'était passé avec Darren et Maurice. « Tu as tué des gens ?» dit Jacob calmement. « Pas directement, mais mes actions ont mené à des morts. »« Oui, le regrettes-tu » Nathan regarda son fils, presque aussi grand que lui maintenant, fort et confiant. Avec les yeux bienveillants de sa mère et la mâchoire têtue de Nathan, « Je regrette que ça ait été nécessaire, mais je ne regrette pas de t'avoir protégé. Je le referai, Jake. » Chaque fois, Jacob fut silencieux, un long moment. Darren a dit que j'étais faible, que je méritais de mourir. Je me souviens, mais je ne suis pas faible. Tu me l'as appris, être fort ne veut pas dire être violent. Ça veut dire se lever même quand on a peur. Ça veut dire protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger. Ça veut dire faire ce qui est juste, même quand c'est dur. Nathan serra son fils dans ses bras. Exactement. Et tu es la personne la plus forte que je connaisse. 20 ans plus tard, Nathan Horn avait 58 ans et dirigeait toujours le McGreevy's Tavern. Jacob était devenu travailleur social, dédicaçant sa vie à aider les enfants en crise. Micah avait pris une retraite complète et passait ses jours à pêcher et à raconter des histoires de guerre qui pouvaient ou non être vraies. Un soir, un jeune homme entra dans le bar. Il avait des tatouages de gang sur le cou, des anciens, fanés et couverts de nouvelle encre, de fleurs et de croix. Nathan le reconnut après un moment. « Danny !» Le gamin qui avait lancé un cocktail Molotov à travers sa vitre 20 ans plus tôt, Monsieur Horn. La voix de Danny trembla. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je me souviens, je suis venu m'excuser pour l'incendie, pour tout. Maurice Parker m'a recruté quand j'avais 17 ans. Il m'a dit que c'était la seule façon de gagner de l'argent, d'être quelqu'un. J'étais stupide. Tu étais un gamin ? J'étais assez vieux pour savoir mieux. » Danny sortit une carte de visite. « Je dirige un centre pour jeunes maintenant. J'aide les gamins à rester hors des gangs. Je voulais que vous sachiez que ce que vous avez fait, faire tomber Maurice, ça a sauvé des vies, la mienne incluse. » Nathan prit la carte. « Tu l'as fait toi-même ? Tu as choisi de changer, mais vous m'avez donné la chance. Lo Muerto s'est effondré, et des types comme moi ont dû trouver un autre chemin. » Danny tendit la main. « Merci. » Ils se serrèrent la main. L'homme qui avait presque détruit le bar de Nathan et l'homme qui avait détruit un empire de gangs pour protéger son fils. Après le départ de Danny, Nathan se tint derrière son bar et regarda autour des murs couverts de photos. La remise de diplôme de Jacob, la fête de retraite de Micah, réunion de vétérans, événements communautaires, une vie construite non sur la violence, mais sur l'après-violence, sur le choix de protéger plutôt que de détruire. Son téléphone vibra, un message de Jacob. « Papa, Sarah et moi avons une nouvelle. Nous sommes enceints. Tu vas être grand-père ?» Nathan sourit, sentant quelque chose de chaud et sincère se répandre dans sa poitrine. Un petit enfant ? Une nouvelle génération ? Une chance d'enseigner à quelqu'un d'autre la force et la gentillesse. Protéger les faibles et se dresser contre les brutes. Être le genre de personne qui rend le monde meilleur plutôt que pire. Il répondit par message. « Félicitations, je t'aime. » Et en cet instant, Nathan Horn savait que tout ce qu'il avait fait, toute la violence, toute l'obscurité, toutes les nuits passées à planifier et combattre et survivre, en valaient la peine. Parce que son fils était en sécurité, heureux, et sur le point de devenir père lui-même, parce que le cycle de violence s'était arrêté avec la génération de Nathan, pas continué jusqu'à celle de Jacob. C'était la vraie victoire, pas vaincre Maurice Parker, ni protéger son bar, ni devenir quelqu'un que les gens craignent. La victoire était dans le rire de Jacob, dans son choix d'aider les enfants au lieu de les blesser, dans le fait qu'il avait grandi en sachant qu'il était aimé, protégé et valorisé. Maurice Parker mourut en prison à 61 ans, poignardé par un membre d'un gang rival pour un dispute sur des cigarettes. Darren Parker sortit après 12 ans pour bonne conduite et mourut d'une crise cardiaque 2 ans plus tard. Seul dans un studio, Nathan Horn vécut jusqu'à 83 ans, entouré de sa famille, Jacob et sa femme, 3 petits-enfants qu'il adorait, Josie qui était redevenue une amie après des années de distance,
et Mika qui resta loyale jusqu'à la fin. À son enterrement, une centaine de personnes vinrent rendre hommage, vétérans, habitués du bar, des gens dont il avait touché, sauvé ou amélioré les vies. Jacob fit un éloge et raconta la plus grande leçon de son père. La force n'est pas une question de la dureté avec laquelle tu peux frapper, c'est une question de ce que tu es prêt à endurer pour protéger ceux que tu aimes. Mon père était l'homme le plus fort que j'ai connu, et je suis fier d'être son fils. Ils enterrèrent Nathan Horn avec tous les honneurs militaires, 3 salves, le clairon, un drapeau plié présenté à Jacob, et à la fin, l'héritage que Nathan laissa n'était pas un de violence ou de vengeance. C'était un de protection, d'amour paternel, du principe inébranlable que certaines lignes ne peuvent jamais être franchies et ceux qui les franchissent affronteront des conséquences qu'ils ne peuvent imaginer. Maurice Parker avait traité le fils de Nathan de faible et dit qu'il méritait de mourir. Maurice mourut en prison, oublié et non pleuré. Nathan mourut entouré d'amour, ayant construit quelque chose qui durerait des générations. À la fin, c'était la seule victoire qui comptait.